Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité. Les pèlerins djiboutiens visitent le mont Uhud et la mosquée Quba dans le cadre de leur parcours spirituel à Médine. Et Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord de sortie de crise après de longues et intenses négociations diplomatiques. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Dans le cadre du programme spirituel et culturel du pèlerinage, les pèlerins djiboutiens ont effectué hier une visite émouvante au mont Uhud, au lieu de l'histoire de l'islam, organisée sous l'encadrement attentif de la délégation officielle djiboutienne du Hajj. Cette visite a permis aux fidèles de se recueillir sur les sites de la célèbre bataille d'Uhud et de méditer sur les enseignements tirés de cet événement historique. Accompagnés de guides religieux et de membres de la délégation, les pèlerins ont également rendu hommage aux martyrs de la bataille, notamment à Sayyiduna Hamza, oncle du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dont la tombe se trouve au pied du mont. Le chef de la délégation djiboutienne, M. Ismaël Hassan, a salué la discipline et la ferveur des pèlerins, tout en soulignant l'importance de cette visite dans la préparation spirituelle des fidèles avant l'accomplissement des rites du Hajj. Il a rappelé que la mission de la délégation est d'assurer le bien-être, la sécurité et l'accompagnement religieux de l'ensemble des pèlerins djiboutiens tout au long de leur séjour. Profondément touchés par cette visite, les pèlerins ont exprimé leur gratitude envers les autorités djiboutiennes pour la qualité de l'organisation et l'encadrement dont ils bénéficient depuis leur arrivée en Arabie Saoudite. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Et toujours dans le cadre de leur pèlerinage au lieu saint de l'islam, les pèlerins djiboutiens ont également effectué une visite empreinte de piété à la mosquée Quba, située au sud de la ville de Médine. Il s'agit de la première mosquée construite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après son émigration depuis la Mecque. Accueillis dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse, les pèlerins ont accompli 2 unités de prière dans cette mosquée dont la valeur spirituelle est hautement reconnue dans la tradition islamique. Selon un hadith authentique, une prière accomplie à la mosquée Quba équivaut à une umrah. Cette visite marque donc une étape importante dans l'itinéraire des pèlerins djiboutiens avant leur départ vers la Mecque pour l'accomplissement du grand pèlerinage, le Hajj. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Et après cette étape hautement spirituelle, les pèlerins ont également découvert un autre aspect de leur séjour à Médine. En clôture de leur séjour à Médine, les pèlerins ont également visité le Jardin des Dattes, un lieu emblématique de la région où se mêlent tradition agricole et hospitalité saoudienne. Entourés de palmiers centenaires, ils ont pu déguster différentes variétés de dattes, notamment les célèbres ajwa, prisées pour leurs vertus spirituelles et médicinales. Cette étape a offert aux pèlerins un moment de détente et de découverte culturelle avant leur départ pour la Mecque, où ils s'apprêtent à accomplir les rites du Hajj dans la plus grande dévotion. Nous vous proposons à présent de découvrir quelques images tournées par notre équipe sur place, illustrant les moments forts de cette visite empreinte de foi et de fraternité. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Et toujours sur ces visites, dans une interview, le responsable de la délégation officielle des pèlerins
djiboutiens a indiqué que ces derniers ont effectué au cours de la journée d'hier plusieurs visites à caractère spirituel et culturel à Médine. Ils se sont rendus au mont Uhud, au lieu symbolique, au lieu historique de l'islam, marqué par la célèbre bataille d'Uhud, afin de se remémorer les événements majeurs de l'histoire islamique et de renforcer leur dimension spirituelle. Les pèlerins ont également visité la mosquée Rouba, première mosquée construite dans l'histoire de l'islam, où la prière revêt, a-t-il dit, une grande valeur religieuse. Et enfin, il a indiqué que les pèlerins djiboutiens en préparent à la visite du jardin des dattes, une étape culturelle leur permettant de découvrir les palmeraies de Médine et l'importance de ce secteur dans l'économie locale. Eh bien, le responsable a également souligné que l'ensemble de ces activités s'est déroulé dans de bonnes conditions d'organisation, de sécurité et d'encadrement. Dans ce magazine grand format consacré aux télécommunications et aux TIC, nous vous proposons un éclairage complet sur les grandes évolutions technologiques, les innovations du secteur et les enjeux de la transformation numérique. Faire des télécommunications un levier de croissance. C'est dans ce cadre que le département de télécommunications, sur instruction du chef de l'État, multiplie les initiatives pour que Djibouti ne soit pas en marge de la société de l'information, en améliorant la qualité de services de télécommunications, en renforçant la couverture du réseau mobile à l'ensemble du territoire et facilitant ainsi l'accès d'Internet haut débit. Depuis 2005, Djibouti Télécom a œuvré pour la mise en place d'une infrastructure internationale et régionale de qualité. C'est dans ce sens que plusieurs câbles sous-marins passent par notre pays. Le pays, qui est très avancé sur les télécommunications, a même initié son premier câble sous-marin africain DAR 1, un câble qui relie Djibouti, la Somalie, le Kenya et la Tanzanie. En 2026, Djibouti Télécom veut étendre sur environ 3500 km son système de câbles sous-marins DAR 1, afin de le pousser le long de la côte est de l'Afrique vers l'Afrique du Sud. Pour renforcer l'offre technologique du pays, améliorer l'accès aux TIC et accélérer la transformation numérique de Djibouti, qui se positionne de plus en plus comme un carrefour régional du digital, le président de la République a inauguré en novembre 2024 un parc technologique innovant appartenant à la société privée TO7 Network, spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ce parc a été conçu en partenariat avec Wingu Africa, un acteur international reconnu dans le développement et la gestion de centres de données. Il a pour vocation de relier efficacement les réseaux terrestres djiboutiens aux communications mondiales. Capable d'accueillir jusqu'à 5 câbles sous-marins, il constitue désormais une plateforme stratégique utilisée notamment par Google, l'un des leaders mondiaux de l'Internet. Le parc offre également un environnement hautement sécurisé pour l'hébergement, le stockage et la gestion de données numériques provenant de divers secteurs. Cette installation technologique avancée jouera un rôle essentiel dans le développement économique national en stimulant la création d'emplois et générant des revenus fiscaux. Au sujet des TIC, notre pays a franchi fin juin 2025 une étape majeure en adoptant le tout premier code du numérique de la République de Djibouti, une avancée déterminante pour l'organisation du secteur digital national. Issu d'un processus inclusif mené sur plus de 2 années, ce cadre réglementaire élaboré sous la coordination du ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation s'intègre pleinement dans la mise en œuvre de la vision 2035. Composé de plus de 8 parties et regroupant environ 800 articles, ce code aborde l'ensemble des problématiques liées à la transition numérique du pays. Il définit les règles à la protection des données à caractère personnel, des régimes applicables aux communications électroniques, du droit des services numériques innovants, du droit applicable à la cybersécurité, des conditions juridiques du commerce électronique, des règles de cryptologie, de la protection du consommateur à l'ère numérique, du contrôle de la qualité des services, de l'accès universel et de la protection des enfants en ligne.
Le projet de loi relatif à la création de l'autorité nationale de cybersécurité va également dans ce sens de la protection. À l'ère du numérique, où les échanges économiques, sociaux et institutionnels s'opèrent de plus en plus dans un environnement dématérialisé, la sécurisation du cyberespace national devient une exigence stratégique. Bien que les avancées technologiques offrent des opportunités inédites, elles multiplient également les risques, exposant les systèmes d'information et les infrastructures critiques à des menaces complexes et évolutives. Face à cette réalité, le gouvernement a décidé de mettre en place l'Autorité nationale de cybersécurité, l'ANC, une entité autonome placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. Cette nouvelle structure incarne l'engagement ferme de l'État à se doter d'un cadre institutionnel robuste pour prévenir, détecter et répondre efficacement aux cybermenaces. L'ANC jouera un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité, en assurant la protection des données sensibles, la continuité des services numériques et en renforçant la confiance des citoyens, des entreprises et des partenaires internationaux dans l'écosystème numérique de Djibouti. Et dans l'actualité également nationale, donc focus à présent sur le secteur de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités consacré à la mise en place du centre des opérations d'urgence de santé publique qui se tient du 3 au 7 mai ici à Djibouti. Organisé en partenariat avec Africa CDC et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, cet atelier de 5 jours vise à doter 40 cadres nationaux issus de différents secteurs des compétences opérationnelles nécessaires pour activer, gérer et coordonner efficacement le centre des opérations d'urgence et de santé publique en cas d'urgence de santé publique. Eh bien, ce centre constitue une plateforme stratégique de coordination et de gestion des crises sanitaires permettant une prise de décision rapide fondée sur des données fiables ainsi qu'une mobilisation optimale des ressources humaines et matérielles. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement du système national de préparation et de riposte aux urgences sanitaires, conformément aux exigences du règlement sanitaire international. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs hautes personnalités, notamment le représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Farah, le conseiller principal du ministre de la Santé, le directeur du centre, Mohamed Dini, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdelrahman. Le COUSP s'est révélé aux yeux de tous comme une institution incontournable dans la gestion des urgences de santé publique partout dans le monde et spécialement en Afrique. Et les chefs d'État africains ont mandaté Africa CDC depuis Lusaka en 2022 pour mettre en place le COUSP, le Centre des opérations d'urgence de santé publique, dans près de 90% des États africains d'ici 2027. Et c'est donc dans cette perspective que nous arrivons pour appuyer cette formation à Djibouti. Un centre de formation, un centre d'urgence de santé publique doit être fonctionnel. Et le représentant adjoint de l'OMS a salué l'initiative en soulignant l'importance stratégique de cette formation. Et il a également exprimé sa reconnaissance au ministère de la Santé pour son leadership et son engagement en faveur de la santé des populations. On l'écoute. Être ici aujourd'hui au nom de l'Organisation mondiale de la santé pour participer à l'ouverture de cette formation stratégique sur la gestion et les opérations d'un centre des opérations d'urgence de santé publique et sur le système de gestion des incidents. Je tiens tout d'abord à exprimer notre sincère gratitude au ministère de la Santé de Djibouti pour son leadership et son engagement continu à renforcer la sécurité sanitaire. Nous remercions également Africa CDC pour sa vision et son soutien technique et financier constant aux États membres, y compris Djibouti, dans la mise en place de COUSP fonctionnels et efficaces. Mesdames et messieurs, comme le rappelle notre note conceptuelle, la région africaine signale chaque année plus de 200 événements de santé publique. Ces événements entraînent une morbidité et une mortalité élevée, mais aussi des répercussions socio-économiques sévères.
La pandémie de Covid-19, les flambées d'Ebola et les autres urgences sanitaires récurrentes sur le continent nous ont rappelé une vérité incontestable: la coordination sauve des vies. Un COUSP qui fonctionne bien n'est pas simplement une salle équipée d'ordinateurs, c'est le corps opérationnel de la réponse aux urgences. C'est l'endroit où des experts multidisciplinaires et multisectoriels se réunissent pour coordonner, communiquer, partager des données en temps réel et prendre des décisions fondées sur des preuves en utilisant un système de gestion des incidents structuré. Autrement dit, le COUSP et le SGI permettent d'apporter de l'ordre dans le chaos. Djibouti, carrefour stratégique et pays exposé à des menaces sanitaires diverses, qu'il s'agisse des flambées de maladies infectieuses ou d'urgences liées au climat, a besoin d'une équipe COUSP solide, bien formée et dotée en ressources. C'est précisément pour cette raison que l'OMS, aux côtés d'Africa CDC et d'autres partenaires, soutiennent depuis longtemps les États membres dans la mise en place et le renforcement de leur COUSP. À ce jour, grâce à ces efforts conjoints, plusieurs pays ont établi des COUSP fonctionnels et de nombreuses formations régionales et nationales ont été organisées. Et pour sa part, le ministre de la Santé a indiqué que la mise en place du centre des opérations d'urgence de santé publique est une priorité nationale. On l'écoute. Dans un premier temps, permettez-moi, au nom du gouvernement de Djibouti, d'adresser mes chaleureuses salutations à Africa CDC et à l'ensemble des partenaires techniques qui nous accompagnent tous les jours et qui témoignent leur engagement sans faille aux côtés du ministère de la Santé dans la construction d'un système de santé fort et résilient. Les crises sanitaires ne préviennent pas. Elles surgissent, se propagent avec une redoutable vélocité et mettent à rude épreuve nos systèmes de santé, nos institutions et in fine la cohésion même de notre société. L'histoire récente nous a appris la pandémie du Covid-19, qui a été une épreuve d'une intensité inédite à laquelle notre pays a dû faire face avec les ressources dont il disposait, mais aussi avec une détermination collective qui force l'admiration. La réponse de Djibouti à cette pandémie a reposé sur un pilier fondamental que nous devons ériger au modèle, celui de la coordination multisectorielle. Ceci a permis l'articulation organique entre les ministères de la Santé, les autres ministères sectoriels, les organes, les forces de défense et de sécurité. Ceci a permis à notre pays de traverser cette tourmente avec une maîtrise que nos partenaires internationaux ont unanimement saluée. Cette synergie d'efforts, cette mobilisation convergente autour d'un objectif commun qui est de protéger nos populations, donc à constituer l'essence même que nous devons donc institutionnaliser. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En dehors de la gestion exemplaire donc de cette crise, de la crise de Covid-19, il est important de rappeler l'engagement de nos équipes sur le terrain et la volonté politique sans ambiguïté du gouvernement. Alors que le monde est focalisé sur le Moyen-Orient et la guerre en Ukraine, la mer Rouge s'impose comme une nouvelle zone de tension où la liberté de navigation est menacée. Dans ce contexte, l'ambassadeur de Djibouti aux Nations Unies, Mohamed Ziad Douale, a récemment tenu une intervention forte au Conseil de sécurité sur la sécurité des routes maritimes. Mais que retenir donc de ce message et pourquoi Djibouti insiste-t-il autant sur cet enjeu devenu mondial? Faisons le point tout de suite avec Fardous Hussein qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Donc, revenons à ce que vous disiez. En effet, notre ambassadeur aux Nations Unies et aux États-Unis, représentant M. Mohamed Ziad Douale, a livré en quelques jours un réquisitoire qui donc scellé avec
lorsque le Conseil de sécurité a consacré à ce moment un débat de haut niveau à la sécurité, à la protection, notamment des voies navigables dans le domaine maritime. La conjoncture internationale ne fait pas de cadeau. En mer Rouge, une perturbation des navires marchands s'accentue chaque jour. Partout, la liberté de navigation, ce principe cardinal consacré par le droit de la mer, est mis à l'épreuve chaque jour. Son message tient en évidence, trop souvent oublié, lorsque la sécurité est affaiblie dans l'un de ces points de passage stratégiques. Les effets de se font sentir au-delà des rivages. Le détroit de Bab el-Mandeb, par laquelle transite chaque année près de 10% du pétrole maritime mondial et un tiers du commerce containerisé, est souvent réduit en ligne de fracture géographique. Pourtant, pour Djibouti, il est d'abord une artère vitale. L'ambassadeur a dans son intervention rappelé la sécurité des voies navigables n'est pas un concept abstrait, mais un impératif stratégique quotidien. Il a rappelé que Djibouti a été parmi les premiers signataires de la Convention de Montego Bay. Rappelons que la Convention de Montego Bay Asma du 10 décembre 1982 en Jamaïque est entrée en vigueur aux Nations Unies en 1994 sur le droit de la mer, est un traité fondamental régissant les espaces maritimes mondiaux. En ce qui concerne notamment l'intervention de notre ambassadeur, il a indiqué lors de sa prise de parole par une phrase qui résonne comme un avertissement poli mais ferme: soit nous laissons les intérêts étroits et les calculs à court terme dominer, soit nous réaffirmons le respect du droit international et la protection de notre milieu marin sont d'un intérêt commun pour tous, a-t-il conclu ses propos. Merci à Fardes Hussein pour ces éclairages sur cette Merci intervention de l'ambassadeur de Djibouti aux Nations Unies. Et dans l'actualité également, la Tanzanie et le Rwanda ont renforcé leur partenariat stratégique lors d'une rencontre de haut niveau tenue le 3 mai 2026 à Dar el Salam, consacrée à la dynamisation du commerce bilatéral et à l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Les présidents Samia Suluhu Hassan et Paul Kagame ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, les infrastructures et l'énergie. Les deux pays ont également convenu de faciliter la circulation des biens et des services et d'améliorer les connexions logistiques afin de stimuler les échanges et soutenir la croissance économique régionale. Le lancement de l'Africa Espace Expo Abidjan 2026, ça marque une étape majeure pour le développement du secteur spatial africain et la consolidation des ambitions du continent en matière d'innovation et de souveraineté technologique. Réunis à Abidjan, les acteurs publics, privés et scientifiques ont affiché leur volonté de structurer l'écosystème spatial africain et de renforcer la coopération entre les pays du continent. Cette initiative vise à promouvoir les investissements, développer les capacités technologiques et réduire la dépendance de l'Afrique dans un contexte de forte compétition mondiale dans le domaine spatial. Et enfin, pour terminer, Donald Trump a minimisé les tensions avec l'Iran, qualifiant la situation d'escarmouche et affirmant que les États-Unis gardent un contrôle total sur l'évolution du dossier. Il a indiqué que Téhéran mènerait des discussions discrètes et souhaiterait parvenir à un accord, laissant entendre la poursuite de canaux de dialogue indirect, malgré la trêve fragile en vigueur, alors que la communauté internationale reste vigilante. Washington poursuit ses consultations avec ses partenaires afin de préserver et d'éviter toute reprise des hostilités à grande échelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.